Bonjour, bonjour et bienvenue en direct sur France Cyr TV, en direct d'un bureau parisien. C'est le bureau Carle et Associés, le bureau de Jacques Carle, qui est à nos côtés, qui est à vos côtés, le directeur délégué le think tank Equistratis, là, un think tank dont on entend beaucoup parler en ce moment, depuis le début de l'année, avec de nombreuses actions. Et bien sûr, qui souhaite réagir, comme peu finalement de personnes ont réagi, au départ du grand patron du PMU, au départ récent et non annoncé au préalable, c'est-à-dire Xavier Hurstel. Xavier Hurstel, donc, qui a fait l'objet d'un débat, qui a affronté en tout cas un débat le 23 août à la Fédération des éleveurs, et puis tout d'un coup qui est parti en laissant, Jacques, un communiqué de presse qui a laissé pantois beaucoup de gens, communiqué de presse avec beaucoup de satisfaction, une satisfaction que je crois ne partage pas tout le monde au niveau des socio-professionnels. Jacques, votre réaction? Écoutez, j'ai été surpris, comme beaucoup, du départ de Xavier Hurstel, qui, après 10 ans de bons et loyaux services, est parti de manière très subite. Je n'ai pas le sentiment que les sociétés mères étaient prévenues, ou à tout le moins seulement quelques personnes. Mais c'est un départ hâtif. Et alors, dans le document qu'il a laissé au personnel, qui est un plaidoyer pro domo extraordinaire, il dit voilà, en gros, les difficultés sont derrière nous. Maintenant, on peut garantir un niveau de reversement à la filière de 790 millions à 800 millions d'euros. Tout va très bien, Madame la Marquise. Sauf que ce niveau, ça garantit seulement une perte de 30 à 40 millions pour les sociétés mères. Donc on ne peut pas dire que la situation s'est améliorée. Au mieux, et attendons la fin de l'année pour le voir, la situation a arrêté de se dégrader, mais après quand même 6 ans de dégradation continue. Donc c'est pas un bilan très positif, et malgré tous les efforts considérables qui sont faits dans le domaine du digital, de l'innovation, dans le domaine des discours aussi et dans le domaine de la communication, on reste extrêmement perplexe sur un bilan qui est peut-être le testament d'une personne qui avait envie d'aller vers d'autres horizons, et ça on peut le comprendre, faute d'avoir pu véritablement redresser. Alors certes, c'est un sujet compliqué, les paris épiques évoluent à mesure que la société évolue, mais toujours est-il qu'il y a des voies d'action, Equistratis a présenté ces voies d'action, et je pense qu'il faut les prendre en considération. Le départ de Xavier Hurstel est une occasion, à mon avis, à ne pas louper pour faire les réformes qui sont attendues par les socio-professionnels. Alors les réformes, elles ont été détaillées dans un certain nombre de documents. On peut en rappeler ici les grandes lignes, parce que si on rentre dans le détail, ça prendrait un petit peu de temps. En tout cas, quel est le profil de la personne? Je crois que vous avez des idées sur la question, peut-être de façon plus générale, mais quand même un profil de personne qui soit capable de taper du poing sur la table aussi, parce que le PMU, comme toutes les vieilles institutions, ce sont souvent des vieilles dames qui ont besoin d'être un peu réveillées, pour ne pas dire plus, de temps en temps. Quel est un peu le mode d'action, en gros, qu'est-ce qu'il faut faire et qui doit le faire? Écoutez, on a dit et on a écrit qu'il fallait que ce soit un chef d'entreprise expérimenté, voire un capitaine d'industrie, et qu'il agisse sur l'ensemble de la filière. Parce que les sociétés mères et le PMU, ce sont des parties du même ensemble. Il faut donc traiter le problème au niveau de la globalité et pas des problèmes séparés. Il y avait 2 mandataires sociaux au GIE PMU, un président et un directeur général. Je ne suis pas sûr qu'il faille remplacer le président. Il y a déjà un directeur général, voyons ce qu'il est capable de faire, mais en tout état de cause, il faut un patron qui prenne en main l'ensemble de la situation du secteur, qui contribue à redresser cette situation sans pour autant remettre en cause les fonctions et la nécessité de sociétés mères qui couvrent des secteurs socio-professionnels qu'il faut à tout prix préserver. Et alors, justement, Alain Resplandy-Bernard dont vous parliez était présent également à la conférence débat organisée par la Fédération des éleveurs le 23 août à Deauville. Alors, tout ça, c'est resté à mots feutrés, parce que dans notre monde, on n'attaque pas les gens avec des tomates pourries, mais tout de même, il y a eu pas mal des échanges un peu musclés, en tout cas des questions où on a appuyé sur les boutons qui là où ça fait mal en fait, au niveau du public, face à Xavier Hurstel et Alain Resplandy-Bernard qui s'en sont défendus avec vaillance. Qu'est-ce que Equistratis a tiré comme enseignement de cette longue et quand même très instructive séquence?
Le principal enseignement, c'est que l'essentiel n'a pas été abordé par les deux représentants du PMU, mais qu'il a été abordé par des membres de l'assistance. C'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est qu'on n'a aucune visibilité sur l'avenir. À un moment donné, ils ont présenté le schéma du plan PMU 2020.1. C'est extrêmement confus. Ils envisagent d'augmenter la marge. On ne sait pas quelle marge, de 150 à 200 millions. On ne sait pas si c'est la marge globale répartie entre l'État et les sociétés mères, ou si c'est uniquement la marge qui sera reversée aux sociétés mères. Tout ça est assez nébuleux et en tout état de cause. Si c'est 150 ou 200 millions pour l'ensemble État plus sociétés mères, ça laisse subsister un déficit à horizon 2020 pour les sociétés mères, ce qui veut dire que d'ici là, il y aura cessation de paiement. Inversement, si ça ne concerne que les sociétés mères, il faut que l'État, qui a à peu près la moitié des reversements, bénéficie d'une marge équivalente. Ça voudrait dire qu'ils gagnent 300 millions de marge en plus. Je ne vois pas comment ils le feront, parce que même avec la croissance supersonique à l'international, quand on sait que les marges qui reviennent du fait des jeux internationaux sont beaucoup plus faibles que la marge sur les jeux en France, là aussi, il y aura un appauvrissement de l'ensemble. Donc voilà, premier point, une vision de l'avenir qui est extrêmement floue et qui n'est pas convaincante. Pour le reste, il y a des sujets comme le poker et les paris sportifs. Resplendie Bernard a essayé de faire de l'humour en disant que finalement, il n'y avait que 4 personnes qui travaillaient sur le poker et qu'ils avaient 20 mètres carrés. Il n'a pas dit combien de personnes travaillaient sur les paris sportifs. Ils ont juste fini par dire que la marge sur coût direct était de l'ordre d'1 million d'euros, ce qui veut bien dire qu'il y a une perte qui est transférée, et on le sait parce que c'est dans les comptes des sociétés mères. Alors, soit ils transfèrent des charges fixes qui ne devraient pas transférer, ce qui pose le problème des coûts d'exploitation, soit il y a beaucoup plus de personnes qui travaillent sur le poker et les paris sportifs. Dans les deux cas de figure, c'est une source de pertes considérable. C'est le tiers des pertes des sociétés mères depuis 6 ans. Et ne pas traiter le problème en disant ou en essayant de faire croire que ça amène d'autres joueurs, c'est une illusion totale. Il suffit de lire les rapports de l'Argel. L'Argel dit bien que les parieurs hippiques et les parieurs poker et paris sportifs, c'est pas le même monde. Il faut continuer à consolider les paris hippiques. Il y a de quoi attirer de nouveaux parieurs dans le domaine hippique. On l'a bien vu avec les jeux online, en augmentant un petit peu le TRJ moyen. Il y a à nouveau un effet d'augmentation. Et si on fait la même chose, c'est ce que l'on préconise au niveau des paris en dur, on aura un effet d'augmentation des paris. Et là aussi, une augmentation de 1 point du TRJ moyen, ça fait un effet de levier, on l'a calculé, qui augmente plus les enjeux que le retour vers les joueurs. Donc de toute manière, c'est gagnant. Et c'est pas le modèle qu'ils ont développé, enfin qu'ils n'ont pas développé. Ils ont parlé d'un algorithme, enfin c'est extrêmement flou. On ne sait toujours pas quel est ce modèle, ce qu'il va apporter. Nous avons les plus grands doutes. C'est pas transparent du tout. Quand on met en œuvre des outils scientifiques qui concernent 6 millions de joueurs et beaucoup de socioprofessionnels, il faut jouer la transparence et dire ce que l'on est en train de faire. C'est absolument pas le cas. Jacques, on va aborder quelques cas particuliers qui me semblent importants. On parlait justement des paris sportifs et du poker. Alors ça fait penser bien sûr à la Française des Jeux, la fameuse concurrente du PMU et donc des courses. La Française des Jeux, eh bien, ça fait penser aussi au live betting. On avait beaucoup parlé du live betting avant l'élection juste avant l'élection présidentielle. Et puis après, comme vous n'êtes pas sans savoir, on a changé de président et donc de gouvernement et de mode de gouvernement. Et il y a eu bien sûr seuls les sourds ne l'ont pas entendu, la privatisation programmée de la Française des Jeux. Alors ça, évidemment, ça a des conséquences directes par effet de miroir sur le PMU. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? D'abord, sur le fond, ça me semble assez logique. Le gouvernement actuel a pour objectif de réduire le déficit budgétaire et de réduire l'endettement. Donc, il poursuit un programme de privatisation. La Française des Jeux fait partie, à l'évidence, des activités non stratégiques de défense ou de sécurité qui peuvent être privatisées, et je crois que c'est fait partie des priorités. Alors ça, c'est pour ramener du cash direct, pour renflouer les caisses immédiatement, là, tout de suite. Là. Renflouer les caisses, on parle d'un prix entre 2 milliards et 2,5 milliards, mais enfin, ça fait partie, je dirais, des privatisations qui ne poseront pas de problème
à l'État régalien, et qui amélioreront la situation financière. Mais sous condition, je veux dire, faut pas. Enfin, je sais que vous êtes bien placé pour dans les arcanes du Parlement et des différentes oreilles et qui peuvent vous laisser entendre des choses. Il y a quand même des règles. Il est évident que privatisation ne veut pas dire qu'on laisse faire n'importe quoi. Il y a des règles, ce sont les règles des jeux, il y a un monopole pour la Française des Jeux. Je pense que les investisseurs qui déjà commencent à s'afficher feront en sorte que ces règles... Qui sont-ils? Alors, il y a le groupe Tranchant, par exemple. Il y en a certainement d'autres. Casinos, donc. Oui, c'est ça, des casinos. Ces règles seront maintenues par l'État, et puis l'État va faire en sorte de maintenir la fiscalité pour sécuriser les remontées. La Française des Jeux, c'est plus de 3 milliards d'euros qui remontent dans les caisses de l'État. Bien sûr, les investisseurs feront en sorte que la fiscalité soit peut-être un petit peu diminuée. Il y a une discussion qui va s'engager. On trouvera certainement un bon équilibre, peut-être une petite baisse de la fiscalité, une augmentation en volume, une gestion peut-être moins coûteuse, et à l'arrivée, tout le monde sera gagnant. Sauf que ça va faire une concurrence encore plus féroce pour le PMU, n'est-ce pas? Oui, mais n'oublions pas que la concurrence, c'est que sur les jeux online. La concurrence n'est pas sur les jeux en dur. Alors vous me direz, sur les jeux en dur, il y a le problème du live betting. C'est-à-dire... Oui, alors parlons-en juste le live betting. Rappelons que ça a été un catalyseur quand même qui a créé cette énorme manifestation du mois de mai en plein Paris, organisée par le JPFC. Et donc le live betting, Equistratis, la veille, je crois, ou l'avant-veille de cette manifestation, avait dit que le Equistratis pourrait attaquer l'État. On s'embête pas. L'État en cas de mise en place du live betting. Qu'en est-il aujourd'hui? Écoutez, le live betting, c'est l'utilisation équilibrée des lieux de vente, des points en dur. S'il y a une activité qui prend le pas sur l'autre parce qu'il y a une attractivité beaucoup plus grande et non régulée, il est évident, et c'est le problème du live betting, que ça causera des difficultés supplémentaires à la filière hippique. Et il est prévu dans la loi de 2010 qu'il y ait un bon équilibre entre les différents jeux, et c'est l'État qui doit en être garant. Si l'État autorise le live betting comme il envisageait de l'autoriser, nous serons fondés à attaquer l'État dans le tribunal administratif pour inéquité face à la loi. Voilà, la loi est ce qu'elle est. Il faut absolument défendre la filière hippique, et il ne faut pas que le live betting tel qu'il était conçu par la Française des Jeux voie le jour. Ça, évidence. Donc on reste très vigilant. Alors avant de parler des perspectives, il y a deux autres cas quand même aussi qu'on ne doit pas oublier. La TVA, la fameuse TVA. On parle aussi bien sûr de la séparation des masses. Ce sont des débats qu'il faut oublier. Ce sont des combats qu'il faut mener. Est-ce qu'on a un espoir Enfin, on parle de résolution des problèmes dans 5, 10 ans. Enfin voilà, où est-ce qu'on en est? Ce sont des problèmes essentiels. La séparation des masses a été une bêtise. A été une grande bêtise, et je pense que tout le monde aujourd'hui s'en rend compte, et l'autorité de la concurrence, peut-être faute d'une défense suffisante de la part du PMU et des sociétés mères, a penché dans un sens. Je pense qu'il faut revenir devant l'autorité de la concurrence et revenir à une réunion des masses, mais c'est un travail long et difficile, c'est un travail juridique, c'est un travail technique, il faut démontrer, et là il faut qu'il y ait un ou des acteurs qui s'y mettent. Je ne comprends pas pourquoi le PMU et les sociétés mères ne sont pas revenus devant l'autorité de la concurrence. Ça me semble essentiel. Donc, utilité majeure, mais c'est long, c'est complexe, il faut le faire. Mais c'est possible pour vous? Mais c'est possible dans la mesure où on le fait. Maintenant, si on ne le fait pas, c'est impossible. La TVA, deuxième grand sujet, là aussi, l'État a pris des décisions en 2013 ou 2014 qui ont été des décisions un peu hâtives à une époque où il fallait remplir à tout prix les caisses de l'État par n'importe quel moyen. Il y a eu effectivement un combat qui a été gagné un peu par la FFE, mais enfin, toujours est-il que les propriétaires en particulier, ça a été un traumatisme fiscal pour eux. Il y a des travaux qui sont menés, Anne-Catherine Loisier, d'autres acteurs font régulièrement des déclarations sur le fait que ça avance. Attention, la TVA, comme tout ce qui est fiscalité, à Bruxelles, c'est la règle de l'unanimité. Deuxièmement, si la France veut déroger aux décisions qui ont été prises par la Cour de justice, elle peut le faire. Beaucoup d'États le font. Mais il faut qu'il y ait une volonté politique, et surtout que cette volonté politique ne mette pas en jeu d'autres demandes reconventionnelles des restaurateurs ou d'autres professions qui demandent aussi une baisse de la TVA. Donc il ne faut pas non plus
Dire aux gens que demain on rase gratis, c'est long, c'est compliqué, c'est juridique, c'est réglementaire, c'est politique. Il faut le faire, ça va prendre des années. Et il ne faut pas dire aux gens que dans 6 mois, ça va être résolu. Et puis là aussi, c'est comme tout le reste, il faut engager le processus. Alors je sais qu'il y a eu une réunion à l'Élysée avec une personne que l'on connaît bien, qui aurait dit que le gouvernement comprenait et partageait les soucis de la filière. Mais ça, c'est les premières approches. Après, il faut qu'il y ait véritablement un processus de décision. Ce processus de décision n'est pas véritablement lancé. Nous voyons Anne-Catherine Loisier bientôt, on en parlera avec elle. Alors justement, vous avez déposé, en fait, vous avez publié, pour être tout à fait précis, les fameuses propositions écrites dont vous avez parlé pas mal de temps avant, plusieurs fois. Aujourd'hui, elles sont disponibles. Quelles sont aujourd'hui, en fait, les conséquences? Une fois qu'on a posé notre dossier, vous avez eu des retours, des socioprofessionnels, des élus, des décideurs. Vous avez des rendez-vous, vous avez vu des gens. Qui vous avez vu? On veut tout savoir. Ben, vous allez tout savoir. La première étape était d'analyser la situation et de faire des propositions. Ça nous a pris quelques mois. Je pense qu'on a été assez vite par rapport à l'ampleur des problèmes qui étaient sur la table. On est rentré maintenant dans la deuxième phase. C'est la phase de rencontre, de lancement de l'action et de conviction. On a des rendez-vous qui sont prévus avec les principaux ministères concernés, avec les administrations concernées, avec aussi les acteurs. J'ai cité Anne-Catherine Loisier, il y en a d'autres, mais ça, c'est en cours. Et le but est que d'ici la fin de l'année, on puisse mesurer véritablement la volonté d'action des uns et des autres, et aussi qu'on ait pénétré suffisamment les responsables et les esprits des responsables pour qu'ils commencent à prendre en compte nos propositions. Nos propositions, ce sont des propositions lourdes, c'est des propositions de réforme, mais qui sont toutes fondées sur une idée, c'est la préservation de l'avenir des socioprofessionnels, là où aujourd'hui les propositions des deux sociétés mères et du PMU ne préservent absolument pas cet avenir. Il y a beaucoup de vœux pieux, il n'y a pas véritablement une stratégie solide. Donc faire entendre Equistratis, faire prendre en compte les propositions d'Equistratis, et j'espère qu'en 2018, parce que c'est l'année de crise possible 2018, ces propositions s'enclencheront sur des décisions qui seront prises progressivement par les échelons administratifs et politiques qui ont à en connaître. Alors, je comprends que vous ne vouliez pas forcément citer tous les noms des personnages que vous allez rencontrer, etc. Il y a quand même un personnage clé qu'on a vu beaucoup dans la campagne gagnée par Emmanuel Macron, un monsieur qui était vraiment à sa droite, à la droite c'était Jean Arthuis. Jean Arthuis, personnage extrêmement connu dans les courses, passionné de courses, un Mayennais. Qu'est-ce que vous l'avez rencontré? Vous pensez le rencontrer à son poste à Bruxelles? A-t-il un rôle à jouer? Alors nous avons déjà rencontré Jean Arthuis, il est président de la commission des budgets au Parlement européen. Donc il est à la fois proche du sujet et assez loin parce qu'il a des responsabilités assez lourdes et qui concernent de manière très large toute l'activité budgétaire européenne. Nous sommes en phase avec Jean Arthuis. D'ailleurs, je rappelle que dès le mois de mai ou juin, il avait repris notre idée de la création d'un poste de délégué interministériel à la filière équine. Nous le reverrons bien évidemment, ça fait partie des personnalités prioritaires que nous reverrons là à l'automne, mais il y en a d'autres. On attend aussi la nomination du groupe Cheval à l'Assemblée nationale et on va essayer de faire en sorte qu'il y ait un pont entre ces différents acteurs, de telle sorte que politiquement, il y ait une unité de pression pour aller vers des décisions qui peuvent être assez immédiates. Il y a un certain nombre de décisions. La première décision, et c'est assez en phase avec la privatisation de la Française des Jeux, c'est une réflexion rapide sur l'avenir du poker et des paris sportifs, qui continuent à perdre de l'argent. Vous verrez qu'à la fin de l'année, il y aura encore une perte de 10 à 15 millions d'euros qui sera retransmise aux deux sociétés mères. Il faut arrêter. Tout ça, c'est de l'argent qui est pris aux socioprofessionnels. Il faut qu'ils en soient conscients. Ils payent finalement pour des investissements qui s'avèrent à l'expérience totalement négatif pour l'ensemble de la filière. Alors, l'ensemble de la filière, il y a France Gallo. Vous avez récemment demandé, exigé, pour dire, enfin, je sais pas quel mot on doit utiliser dans ces cas-là, mais enfin bon, demandé très officiellement le point sur la table, les comptes de France Gallo. Je crois que vous n'êtes pas tout à fait satisfait de la réponse. France Gallo qui vous a pourtant répondu. Alors, quid? Alors, on a exigé ce que la loi autorise n'importe quel citoyen à demander. Les documents budgétaires et les comptes des sociétés mères doivent être publics. Pourquoi? Mais parce que c'est la loi,
Ils bénéficient d'un monopole, donc ils bénéficient d'une situation exorbitante du droit commun. Il y a 6 à 7 millions de personnes qui jouent. Il recueille des centaines de millions d'euros qui proviennent des jeux, donc il est tout à fait logique qu'il y ait transparence. La moindre société qui est cotée en bourse, on lui demande 150 fois plus. Et ce n'est pas le cas, d'après votre avis en tout cas. Mais non, ce n'est pas le cas. Les comptes qui nous ont été adressés ne sont que les annexes au rapport d'activité. Et le budget, alors là, c'est même assez affligeant, c'est une feuille volante où il n'y a même pas de titre. Un budget, c'est un document qui est présenté au conseil d'administration, qui est validé par le conseil d'administration. Donc nous allons réécrire à France Gallo, mais nous allons aussi écrire au TRO et au PMU, en leur listant de manière très précise tous les documents qu'ils doivent nous adresser et que nous rendrons publics, parce que nous ne sommes que l'instrument de la publicité qu'ils doivent assurer. Il faut absolument que l'on ait une transparence de la situation pour que des décisions puissent être prises, pour que les socioprofessionnels puissent se rendre compte véritablement de la situation, mais aussi les politiques et les échelons administratifs. Parce que je pense que tout le monde a pris l'habitude de laisser faire. À un moment donné, il faut mettre les choses sur la table. Il n'y a que comme ça que l'on peut progresser. Jacques Carle, la dernière question, ce sera une question toute simple. Vous croyez en l'avenir des courses en France ? Alors moi, je crois foncièrement en l'avenir des courses. D'abord, c'est une tradition séculaire. C'est une tradition qui est riche de beaucoup de savoir-faire. Il y a des passionnés, non seulement des gens d'un certain âge, comme se plaisent à le dire M. Hurstel et M. Resplandy-Bernard, mais des jeunes. Il faut par contre s'adapter, effectivement, utiliser les moyens d'innovation, les moyens digitaux, mais surtout, il faut redonner les moyens à tous ceux qui s'intéressent aux courses de jouer et d'avoir envie d'exercer la passion qu'ils ont. Il faut arrêter d'être négatif, il faut arrêter de leur dire que demain, ça va être une catastrophe, ou au contraire que demain, on va raser gratis. Il faut sortir de ces deux extrêmes, il faut prendre la voie moyenne, et la voie de moyenne, c'est probablement la voie du salut. En tout cas, j'y crois. Merci. C'était donc Jacques Carle avec nous, avec vous. Chers amis, le délégué général d'Equistratis qui donnait son point de vue sur le départ de Xavier Hurstel de la tête du PMU et sur différents sujets généraux. On se retrouve très bientôt parce que là l'actualité va être bien riche avec les ventes, avec l'Arc de Triomphe, le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe et aussi le cross de nuit sur Vicon la semaine d'après. Et oui, figurez-vous, on est éclectique sur Francia. Ciao.